J'en profite pour remercier les organisateurs, mes amis et frères Badondoy, Adiba et Omar Dia, qui nous ont invités ici aujourd'hui pour célébrer notre prof, Souleymane Bachir Diagne, le jour de l'anniversaire de la mort de Léopold Sédar Senghor. Le symbole est important, je pense, et il est important pour deux raisons pour moi. La première est personnelle. C'est à travers la lecture de Souleymane Bachir Diagne que je suis retourné à Senghor. Comme la plupart d'entre nous, je pensais avoir lu Senghor pour avoir lu 2 ou 3 de ses poèmes, un article ici et là. Et en 2002 ou 2003, je pense, j'avais lu un article très très court de Bachir qui était une présentation qu'il avait faite à un colloque du Codesria, cours qui s'appelait Senghor et Bergson. C'était un article qui était tellement intéressant que je me suis dit, mais je pensais connaître Senghor, mais il est temps de retourner et de le lire. Cela m'a aussi rappelé quelque chose que Bachir nous avait dit en 2006 à un colloque à l'Université de Tours. Et il disait que le problème avec Senghor, c'est que Senghor est un symbole. Et le problème avec les symboles, c'est qu'on ne les lit pas. On les célèbre ou on les dénigre. La deuxième raison, c'est aussi, qui rend ce symbole important, c'est qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'en 2007, la publication de l'œuvre de Souleymane Bachir Diagne, L'art africain comme philosophie, a marqué une sorte de renaissance des études senghoriennes. Et après ce texte central, qui est devenu une sorte de nouvelle introduction aux études senghoriennes, il y a eu maintenant 6 ou 7 très bons livres qui ont gagné des prix un peu partout, mais surtout aux États-Unis, sur Senghor et la négritude. Donc le symbole est important. 20 décembre, lire Senghor, au moins pour moi, à travers Bachir, est important. Donc je me propose aussi de marcher sur les pas de Souleymane Bachir Diagne, avec toute l'humilité qui s'y est, en utilisant la théorie de la négritude qu'il développe dans son texte sur l'art africain comme philosophie, pour développer une théorie de l'oralité comme philosophie chez Senghor. Ce que j'essaie de dire en fait, c'est que la théorie de l'art chez Senghor est la même que sa théorie de l'oralité. Cela me permettra de montrer que les simplifications traditionnelles qui ont été faites sur la négritude et la pensée de Senghor, en général, est beaucoup plus complexe qu'on la présente. Convenons qu'il y a un paradoxe dans les études africaines, c'est que l'histoire des études africaines est, d'une façon ou d'une autre, une sorte de remise en question et de critique de la téléologie qui est un peu le fondement de la pensée moderne. Alors, cette pensée qui dit que le monde a commencé à une période qui était beaucoup moins rationnelle et donc moins humaine, et qui, à un certain moment de l'histoire, se rationalise et devient humaine, et qui, vers la fin de l'histoire, va marquer la naissance du surhomme. Mais pourtant, dans les études africaines, quand on pense à l'histoire des études africaines, on fait quelque chose de très similaire. On imagine que la négritude, c'est une sorte de moment de début d'une certaine pensée africaine, mais qui était plus ou moins simpliste et essentialiste. Senghor, c'était le penseur simpliste et essentialiste. Avant d'insister sur l'ontologie senghorienne à travers la théorie de l'oralité, faisons avec Souleymane Bachir Diagne un léger détour dans les couloirs du musée du Trocadéro, en compagnon de Pablo Picasso, lors de sa première visite du musée ethnographique. Ce détour nous permettra de mieux comprendre l'ontologie senghorienne qui constitue, je pense, le fondement de sa théorie de l'oralité. Nous sommes en 1967, nous rappelle Bachir. Picasso venait de finir, 1 an plus tôt, le portrait de Gertrude Stein. Ce portrait détermine un moment important de son œuvre. Il marque la fin de la période rose et préfigure la révolution cubiste. Picasso ne peint plus des portraits traditionnels. Il les a remplacés par des figures qui ressemblent à des masques, dans le but d'exorciser le démon qui couvre sa capacité de voir la nature véritable des choses enfouies sous les traits clairs. Mais pourquoi peint-il comme ça? Le peintre espagnol ne le sait pas encore. Il a cependant l'intuition que ces portraits cachent plus qu'ils ne disent.
Quand cependant il arrive au musée du Trocadéro en juin 1907, le voile qui enveloppe son intuition fut miraculeusement levé. Bachir nous rappelle comment Picasso lui-même se souvient de cette visite 37 ans plus tard, quand il la raconte à son ami André Malraux. Quand je suis allé au Trocadéro, Picasso confesse à son ami, c'était dégoûtant, le marché aux puces, l'odeur, et là je cite Bachir, l'odeur, j'étais tout seul, je voulais m'en aller, je ne partais pas, je restais. Je compris que c'était très important, il m'arrivait quelque chose. Non, les masques, ils n'étaient pas des sculptures comme les autres, pas du tout, ils étaient des choses magiques. Et pourquoi les Égyptiens et les Chaldéens, nous ne nous en étions pas aperçus, des primitifs, mais pas des magiques. Les nègres, ils étaient des intercesseurs. Je sais le mot en français depuis ce temps-là. J'ai compris à quoi elles servaient ces masques aux nègres. Pourquoi sculpter comme ça et pas autrement? Pourquoi donc sculpter comme ça et pas autrement? Comme Diagne nous le rappelle, la réponse paternaliste de Picasso, l'homme qui confessa un jour à Senghor qu'il nous faut rester des sauvages, et que les artistes africains avaient la possibilité de peindre comme ça, car ils étaient restés des nègres, car ils étaient restés des sauvages. Heureusement, la réponse de Senghor à la paresseuse conclusion de Picasso était moins simpliste. Il nous faut rester les nègres, lui rétorqua-t-il. Les nègres peignent comme ça et pas autrement, le théoricien de la négritude déclare, car leur relation au monde a une compréhension de l'être autre. L'être, nous dit Senghor, est force. Ainsi, comprendre l'être, c'est avoir la possibilité d'entrer en action, en relation directe avec la force essentielle de l'existence. Cette force, nous dit Bachir Diagne, est rythme. C'est précisément ce rythme que la sculpture nègre essaie de reproduire pour saisir le véritable sens de l'être et de l'existence. Cette façon de sculpter est donc, pour le penseur sénégalais, ici je fais référence à Diagne et pas à Senghor, fondée sur une épistémologie qui se propose de saisir le véritable sens des choses. Je soutiens maintenant, en marchant sur les pas de Souleymane Bachir Diagne, que ce mode de réflexion que l'on retrouve dans la sculpture nègre, qui se propose de reproduire le rythme vibratoire qui constitue l'essence de toute chose, est aussi, chez Senghor, la fonction de l'oralité. C'est tout le sens de ces mots, lorsque Senghor déclare « La première similitude que j'ai trouvée entre la parole, c'est-à-dire l'oralité chez Claudel, et celle des négro-africains, est que toutes les deux procèdent d'une vision totale du monde, qui est essentiellement une ontologie. » Donc la parole comme ontologie, et elle l'exprime. Une ontologie, c'est-à-dire une science de l'être et un ensemble cohérent de principes et d'idées qui expliquent, je souligne, par-delà la nature des êtres, la structure du monde et les relations entre les êtres, voire les éléments comme la matière et l'esprit. Fin de citation. Et le professeur Aloïse Ndiaye, je ne sais pas s'il est toujours là, nous disait aussi dans un de ses articles que c'est l'évêque d'Hippone qui lui rendit son âme à Senghor, sa spiritualité, en le retournant à ses sources camétosémitiques, grâce à une idée repensée, revécue de la charité du Verbe créateur qui, elles, chez Senghor, sont africaines. L'oralité constitue, chez le penseur sérère, le fondement de l'être, nous dit-il. La leçon qu'il faut tirer de l'ondologie Dogon, nous dit Senghor, c'est que Ama, Dieu incréé et tout-puissant, qui a créé tous les êtres et les choses, donc c'est Ama, le Dieu qui a fait tout ça. Auparavant, ceux-ci, les êtres et les choses, étaient sous forme d'idéogrammes grossièrement esquissés dans l'œuf du monde, composés d'un double placenta. C'est à Nomo que Dieu va donner la maîtrise de la parole et le charger de l'enseigner aux existants. Et d'abord aux hommes en même temps que les techniques. C'est ainsi que l'apprentissage du langage a coïncidé non seulement avec celui des techniques, mais auparavant avec le développement du corps humain et le perfectionnement de ses membres avec la sortie de l'animalité. Donc c'est Senghor qui conçoit comme cela la parole comme constitutif de l'être chez les Dogons. Au début, donc, nous dit Senghor, il y a la parole parlée comme véhicule de la fécondation de l'être. L'oralité est, pense-t-il, la nature profonde et comme le tissu des choses, en ce sens qu'elle insuffle la vie et l'être et constitue le lien entre tout ce qui existe. Il est important de noter que Senghor est poète et linguiste.
Le choix des mots et la structure de ces phrases sont particulièrement importants. Les verbes briser et déforcer, le néologisme déforcer qu'il utilise, déterminent les limites de l'écriture comme moyen de comprendre la totalité du monde, c'est-à-dire son rythme. Briser l'essence du verbe, pour le poète qui nous rappelle à travers Claudel que le fondement de l'ontologie nègre est ne impedis musicam, de ne pas briser l'harmonie du monde. Donc briser cette harmonie, c'est ignorer la possibilité de comprendre sa véritable nature, son rythme vibratoire. Nous pouvons donc dire en conclusion qu'au-delà du qualificatif d'essentialisme qui mena à la supposée mort de la négritude dans les années 70, une herméneutique de la pensée de Senghor, à l'image de ce que Bachir fait dans l'art africain comme philosophie, montre qu'il propose une réflexion très complexe sur les limites de la tradition universaliste issue de la philosophie moderne occidentale et fondée sur une sorte de suprématie de l'écriture. Au-delà des limites de la philosophie de Senghor, et il y en a beaucoup de limites, ce que Bachir nous amène à voir, c'est qu'il y a chez le penseur sérère toute une philosophie qui va au-delà de la simplification dont elle est souvent la victime. Sa théorie de l'oralité, que je tire de ce que Bachir fait, par exemple, nous montre que la négritude, c'est aussi une critique de l'ethnocentrisme de l'écriture, et une autre façon de penser l'être et de réfléchir sur les possibilités de faire de la philosophie à travers une mise en scène du logos vibratoire comme critique de la raison rigide de l'écriture. Car Senghor est bien philosophe. C'est juste qu'il fait de la philosophie autrement, en nous rappelant que l'oralité est aussi philosophie. Comme nous l'avait déjà enseigné d'ailleurs, on semble avoir oublié certains penseurs grecs. Conclusion de la conclusion, je tiens à remercier le professeur Souleymane Bachir Diagne, non pour ce qu'il nous a appris, ça on aurait pu le lire dans les livres qu'il a écrits, dans ses articles, mais pour nous avoir humanisés. J'étais étudiant à l'Université de Dakar vers la fin des années 90. Tous ceux qui étaient étudiants à l'Université de Dakar dans ces moments-là savent qu'il est très difficile de se sentir humain quand on n'est qu'en numéro. Il est très difficile de se sentir humain quand on est juste un point à qui nos profs ne parlent jamais. Il est difficile de se sentir humain quand on est étudiant et qu'on a peur de taper à la porte de nos profs. Il y en avait un qui nous aimait sincèrement. Voilà cela, ce qui nous humanise. Et voilà les raisons pour lesquelles nous vous remercions. Nous ne pouvons pas... Aujourd'hui que nous sommes nous-mêmes profs, nous ne pouvons pas vous promettre d'être aussi brillants que vous, mais nous pouvons vous promettre d'aimer nos étudiants et de nous occuper d'eux. Merci.